91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditeurs et nos auditrices. C'est l'heure de notre émission de Strasbourg et d'ailleurs, vous êtes bien sûr RBS 91.9 et nous vous accueillons aujourd'hui pour notre dernière émission de la saison 2018-2019. Pour m'accompagner aujourd'hui au micro, Eric. Bonjour Eric. Alors bonjour Déborah, n'oublions pas au micro et à la technique la bicéphale et quadrumane Nabou. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditrices et auditeurs, bienvenue à nos invités. Bonjour le monde et tout l'univers aussi. N'oublions pas tout l'univers. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de harcèlement sexuel au travail et plus largement de violences sexistes, parce que sans doute il y a des hommes qui sont victimes de harcèlement sexuel, mais dans leur grande majorité, ce sont les femmes qui sont victimes de ces agressions contre leur corps, contre leur être et contre leur dignité. C'est pourquoi, quand nous allons évoquer les personnes ciblées par des mots et des gestes déplacés, on utilisera le féminin. Oui, et pour en parler avec nous, nous avons invité des membres du collectif Entendre, Croire, Agir, Julia Dumais et Cécile Becker, pour en parler avec nous. Alors bonjour mesdames. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et nos auditrices et aussi nous dire ce qu'est votre collectif ? Alors notre collectif, comme vous l'avez bien dit, s'appelle Entendre, Croire, Agir. Il réunit à peu près une dizaine de femmes. Bon, ça évolue assez rapidement puisque d'autres femmes nous rejoignent petit à petit. On est surtout réunis pour soutenir en tout cas les victimes de harcèlement sexuel au travail, les écouter, ce qui est déjà beaucoup. Et puis pourquoi pas, c'est ce qu'on est en train de faire. En tout cas, on y réfléchit, monter des actions, notamment des ateliers ou des actions de type formation aussi. On est aux prémices. Et puis pourquoi pas monter un annuaire de professionnels en fait qui seraient déjà sensibilisés à cette question-là. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de professionnels ne le sont pas, et au sein de l'entreprise également. Et voilà aussi, dans ce collectif-là, ce qui est très important de souligner, c'est que nous sommes réunis en tant que citoyennes. Il y a des avocates, il y a des journalistes, il y a tout et n'importe quoi en fait. On est vraiment là en tant que citoyennes, et ça c'est vraiment important de le signaler, je pense. Ce qu'on peut ajouter, c'est que le collectif est né suite à une affaire qui nous a particulièrement touchés, qui a largement été relayée par la presse, donc d'abord rue 89 à Strasbourg. Il s'agit de l'harcèlement sexuel au travail vécu par plusieurs femmes à la maison des associations de Strasbourg. Qui ont décidé, certaines de ces femmes ont décidé d'accuser leur harceleur, donc il s'agissait du directeur de la structure en justice. Et c'est suite à cette affaire que plusieurs femmes, effectivement, comme le disait Cécile, se sont réunies et se sont dit en fait c'est juste pas possible et se dire il faut absolument qu'on soutienne les victimes dans ce combat, puisque juste pour vous rappeler un peu les chiffres, en France actuellement il y a une femme sur 5 qui subit de l'harcèlement sexuel au travail pendant sa vie professionnelle, ce qui veut dire 3 millions de femmes quand même. Et parmi ces femmes, il y a, il me semble que 5% qui décident de porter plainte. Donc c'est assez rare en fait que les femmes osent parler. Et c'est cela qui nous a aussi inspiré en fait, se dire pourquoi tant de femmes n'osent pas parler, comment quand on est témoin, mais on va en reparler pendant l'émission, comment agir, et comment en fait sensibiliser et les femmes qui sont victimes et les hommes qui sont potentiellement, pas tous bien sûr, mais harceleurs, et qui sont pas forcément conscients en fait de leurs actes et en fait sur quelle pente glissante ils peuvent se situer à travers une remarque, un regard, quelque chose qui peut leur sembler anodin, mais qui est déjà en fait totalement déplacé dans un cadre du travail, dans un cadre professionnel. Je précise que le collectif s'intéresse
s'intéresse plus particulièrement à l'harcèlement sexuel au travail. On nie bien sûr pas du tout qu'il y a de l'harcèlement sexuel dans la rue, dans un cadre familial, amical, voilà. Mais c'est vraiment le cas du travail qui nous intéresse plus particulièrement dans ce collectif. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce qui compose ce collectif en fait en termes de fonction et de statut? C'est ce que je disais avant. On est vraiment, on vient toutes de milieux très variés. Il y en a certaines qui viennent des milieux associatifs, d'autres qui sont avocates. Enfin, c'est vraiment très très varié. Enfin, ce qui nous réunit vraiment toutes, c'est cette envie d'élever nos voix et surtout de recueillir cette parole-là et de soutenir les victimes, quoi. Voilà. Okay. Les femmes engagées dans le collectif, certaines, ce qu'on peut préciser, c'est que certaines étaient déjà des militantes féministes engagées dans différents collectifs strasbourgeois. D'autres étaient peut-être plus ou moins acquises à la cause, mais sans que elles militent activement pour le féminisme. Donc c'est intéressant de voir que les personnes viennent d'horizons divers et donc aussi avec des connaissances plus ou moins diverses, et on se positionne pas du tout en tant que spécialiste, et on vous avoue qu'aujourd'hui c'est un peu un saut pour nous dans l'eau froide ce jour de canicule. Voilà. parce que voilà, on existe depuis je crois 2 mois. On a déjà effectivement parlé à la presse écrite plutôt, mais on est vraiment pas spécialiste. Alors on a parmi nous, on le mentionnait, notamment une avocate qui défend une ou plusieurs des victimes qu'on évoquait avant. Donc elle, bien sûr, le cadre légal, elle maîtrise ça très bien. Elle a déjà accompagné plusieurs victimes, donc elle connaît aussi toute la problématique de la médecine du travail, des syndicats, voilà, de tout l'écosystème qui se mobilise ou pas auprès des victimes. Voilà, nous, on est vraiment pas spécialiste. Après, on s'est documenté, bien sûr, pour préparer cette émission. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi une situation de harcèlement sexuel? Alors la loi est très claire par rapport à ça. Donc il y a 2 situations possibles de harcèlement sexuel au travail. Le premier cas, et c'est le plus identifiable, c'est la pression grave dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. Et le deuxième, qui a des effets tout aussi pernicieux, c'est des propos ou des comportements à connotation sexuelle répétés avec un caractère dégradant ou humiliant qui crée à l'encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc pour illustrer ça, on peut peut-être jouer un petit jeu, c'est-à-dire que je vais vous poser des questions et vous allez me dire si pour vous c'est une situation de harcèlement sexuel au travail ou pas. Ok. Alors par exemple, première situation, un supérieur hiérarchique dit à une employée cette robe c'est sublime, te fait une magnifique poitrine. Une fois, il le fait une fois. Est-ce que c'est du harcèlement sexuel ou pas? C'est pas du harcèlement, mais c'est déjà déplacé. Enfin, oui. En fait, c'est ce qu'explique la loi. Donc c'est le deuxième cas. C'est pas répété. C'est une fois. C'est une fois, mais dès lors qu'il le fait une seconde fois, la répétition existe. Après, on a autre chose. Un chef propose à une employée une promotion. Si elle couche avec lui, ça ne se produit qu'une seule fois. Harcèlement. Voilà. Pourquoi? Il y a une proposition d'acte en fait. C'est ça. C'est pour un but. Exactement. L'auteur cherche un acte sexuel et il exerce une pression grave pour le faire. Donc voilà, là on est dans du harcèlement sexuel au travail, quoi. Okay. Comment, en tant que proche et ami, comment on sait que l'on est harcelé soi-même ou alors qu'un collègue ou une collègue est harcelé au travail? Déjà, en fait, l'indicateur le plus sûr, au-delà de la définition légale et de ces lignes rouges à ne pas franchir qu'on a évoquées, c'est l'impact en fait qu'a le harcèlement. C'est comme ça que souvent
les victimes, l'entourage des victimes, mais aussi les témoins, donc les collègues, peuvent se rendre compte qu'il y a harcèlement, c'est-à-dire que l'harcèlement a un impact très important sur la santé des victimes, la santé physique, donc ça peut être des insomnies, ça peut être des pertes de mémoire, voilà, des blocages au travail, et ça peut être aussi, bien sûr, un impact sur la santé mentale, donc la dépression. Et donc, c'est suite à ces alertes-là que les victimes sont souvent arrêtées et que elles se rendent compte que il y a harcèlement. Mais ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que c'est aussi le but de notre engagement, et c'est effectivement de nommer ce qu'est le harcèlement, comme Cécile vient de le faire, parce que je pense que beaucoup de personnes vivent des situations de harcèlement sans pouvoir les nommer, c'est-à-dire que elles pensent que peut-être en fait c'est moi qui imagine quelque chose, ou aussi parce que je pense que ce qui est très important, c'est pour ça que notre collectif s'appelle Entendre, croire, agir, c'est que quand elles posent des questions à leur entourage, les victimes, en disant mais est-ce que c'est moi qui surréagis, ou est-ce que s'il y a un problème, il y a beaucoup de personnes qui disent mais non, mais en fait qui ne croient pas, qui ne recueillent pas cette parole, en fait, qui est fragile, puisque ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que j'évoquais déjà avant, il y a très peu de femmes, même après avoir identifié qu'il y avait harcèlement, qui osent prendre la parole, parce que l'autre chiffre qu'on vous a pas donné, c'est que 95% des femmes qui parlent, qui dénoncent les faits, perdent leur travail. Donc, en connaissance de cause de ces chiffres, sachant qu'en plus l'harcèlement, alors c'est pas exclusif, mais l'harcèlement est souvent l'acte du supérieur hiérarchique. Donc voilà, c'est pas toujours le cas parfois. C'est pas toujours le cas, mais ça peut rendre plus de pression encore, de se dire je vais pas parler, même si j'ai identifié ce qu'il y avait harcèlement. Elle est doublement victime, en fait, finalement. Donc, En fait, il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est que, on parlait de la reconnaissance des cas de harcèlement sexuel. Il y a 3 Français sur 4 qui n'arrivent pas à situer la limite entre ce qui est du harcèlement et ce qui n'en est pas. Donc là, on se rend compte qu'en fait, qu'on a un gros travail à faire sur la sensibilisation autour du harcèlement sexuel au travail. Et parce que déjà, on a du mal à nous dire déjà ça peut m'arriver et ça m'arrive à moi aussi. Et même en tant qu'ami ou membre de la famille, on a tendance à se mettre un petit peu des œillères. Enfin, c'est un peu et de même que le collectif existe pour évidemment sensibiliser et aller dans les milieux professionnels pour faire prendre conscience aux collaborateurs et collaboratrices que c'est que le harcèlement sexuel au travail. Nous, on a aussi envie que les citoyens et les citoyennes aient conscience de ça, parce qu'il y a quelque chose qui est crucial, et on le retrouve dans quasiment tous les cas de harcèlement sexuel au travail. L'élément déclencheur, c'est la parole, en fait. Et la parole, il faut qu'elle soit écoutée, et pour ça, l'entourage est très très précieux. C'est vraiment un des éléments qui est très souvent déclencheur, quoi. Moi, j'avais une petite question sur la... En fait, 2 petites questions. La première, c'était... tu as partiellement répondu. Est-ce que c'est uniquement un supérieur hiérarchique qui provoque le harcèlement? Et la deuxième, est-ce que... ce qu'on appelle les petites blagues de gaudriole, ou plus familièrement les blagues de cul répétées régulièrement et compagnie, ça rentre aussi encore dans ce cadre-là, puisqu'on sait qu'aucune parole n'est innocente de toute façon. Complètement. Enfin, tu parlais de répétition, en fait. Les blagues grivoises répétées, c'est bon, c'est du harcèlement sexuel, en fait. Même si en gros la blague est racontée juste à la cantonade comme ça, on va dire qu'il y a personne qui est ciblé ou des choses comme ça. Alors je comprends pas trop. Est-ce qu'il y a une personne qui est ciblée, ou est-ce que c'est plutôt une ambiance C'est plus une ambiance, en fait. Alors ça, justement, je vais juste reprendre mes petites notes, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant. C'est que la loi, elle punit ça maintenant. C'est-à-dire que le harcèlement sexuel d'ambiance, du type exposer à ses collègues des blagues sexistes ou obscènes, ou même des calendriers pornographiques, ça maintenant, c'est puni par la loi, quoi. Donc ça aussi, il faut en avoir conscience. D'accord. Et par rapport aux collègues,
ça c'est très intéressant en fait. Quand un collaborateur fait des propositions sexuelles à une collaboratrice qui refuse, jusqu'en 2002, c'était pas encore puni parce que jusqu'en 2002, il y avait la notion de rapport hiérarchique en fait qui était mise en avant. Et depuis 2002, c'est quand même assez récent si on s'y penche un peu, le rapport, on va dire d'égal à égal entre collaborateurs, c'est aussi regardé et punissable, quoi. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a qu'au travail que les femmes sont victimes de harcèlement ? On le disait déjà, non, clairement pas. Je connais pas les chiffres, mais c'est encore, un peu plus important que le harcèlement sexuel au travail, le harcèlement sexuel dans l'espace public notamment, et dans tous les milieux, que ça soit après les milieux sportifs, dans le milieu aussi, on pense parfois qu'on est exempt dans certains milieux, qui sont militants, qui sont acquis à la cause du féminisme, mais en fait, l'harcèlement sexuel, on le retrouve absolument partout. Et c'est effectivement pour parler de cette de ce glissement, il y a une panoplie de violences sexuelles, et le harcèlement sexuel est la porte d'entrée qui mène vers d'autres violences sexuelles. Donc on peut pas forcément les distinguer clairement. C'est vraiment il y a un glissement, et souvent aussi on l'évoquait avant l'émission, pour faire le parallèle avec l'harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel, ça veut souvent dire aussi harcèlement moral. Donc ce qu'il faut dire, c'est que tout est souvent intriqué. Et bien sûr, une femme qui subit l'harcèlement sexuel au travail va d'autant plus être sensible à ce que dans sa vie privée ou dans l'espace public, elle subit encore plus d'harcèlement sexuel. Donc c'est aussi une double peine, et voilà. Après, c'est au travail, c'est quand même spécifique, il faut le dire. Alors on n'est pas tous dans les mêmes situations professionnelles, mais on passe quand même beaucoup de temps au travail avec ses collègues, et c'est là que peuvent se développer certaines relations malsaines qui sont, je pense, pas comparable à un harcèlement sexuel comme une remarque dans la rue ou quelque chose qui est furtif, alors qui est aussi un climat d'insécurité pour les femmes, très clairement. Mais dans le travail, le côté répété, le côté subi, et le côté aussi où en fait c'est lié à une situation économique en fait pour les femmes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le choix, elles doivent travailler, elles doivent gagner leur vie. C'est vraiment une situation aggravante quelque part. Voilà. Quels peuvent être les impacts sur la santé physique ou morale sur la personne victime de harcèlement, et comment cette personne vit cette situation d'après les témoignages et ce qu'en disent les professionnels ? Alors c'est très varié, mais on peut citer, par exemple les cas de dépression sont assez nombreux. Alors pas toujours évidemment, mais en tout cas il y en a quand même pas mal. Le sentiment de peur quand on arrive au travail le matin avec la boule au ventre, ça, et puis quand c'est répété, c'est tous les jours, c'est pas juste une fois. Enfin, ça a forcément des conséquences psychologiques. Perte de poids, malaise, crise d'angoisse, ce qui peut générer des arrêts de travail assez réguliers, ce qui est d'ailleurs une alerte aussi. S'il y a des arrêts de travail répétés, les ressources humaines ou le manager ou les manageuses sont censés pouvoir se dire bon, là il y a un problème, quoi. Mais voilà. Et puis ce qui est aussi important de souligner, c'est que c'est évidemment vécu sur le moment, ces sentiments de peur ou d'angoisse, voilà, mais ça se poursuit, c'est-à-dire qu'il y a ça s'inscrit dans le temps, quoi. Enfin, ces femmes-là ne s'en sortent pas comme ça d'un claquement de doigts, quoi. Donc c'est pour ça c'est aussi important de dire qu'il faut, enfin, en tout cas, si elles le souhaitent, il faut qu'elles soient soutenues par un psychologue ou un psychiatre pour qu'ils puissent les prendre en charge, quoi, parce que c'est assez lourd. Ouais. Oui, et puis il y a des témoignages de femmes qui suite à leur Donc, ce qu'on disait, que la perte de l'emploi ne retrouve pas en fait un emploi équivalent avec le même type de responsabilité, de salaire, parce qu'elles ont vraiment perdu confiance en elles. Donc ça, c'est pas juste un impact sur la santé, c'est un impact sur la personnalité, on pourrait dire même. Et elles ont une peur que ça se répète, et voilà une
un blocage en fait par rapport au travail et par rapport au fait de tourner la page en fait tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement douloureux. Et en tant que proche, comment est-ce qu'on peut accompagner les victimes ? C'est justement ce qu'on disait, c'est les écouter quoi, vraiment. Et je crois qu'il y a une autre chose qui est importante, c'est de la laisser faire. En fait, ce qui est terrifiant dans des situations de harcèlement sexuel au travail, c'est que les femmes se sentent dépossédées de leur corps ou d'une certaine forme de pouvoir aussi quoi. Et je pense que c'est important quand on est un ou une amie ou un membre ou une membre de la famille d'écouter, mais vraiment de recevoir quoi. Et puis après, c'est de lui dire voilà, il y a des structures qui existent, il y a le CIDFF à Strasbourg, il y a la VFT qui fait un travail vraiment formidable pour aider les femmes qui sont en situation de harcèlement sexuel au travail. Enfin voilà, c'est écouter et lui dire voilà, tu as des possibilités, tu peux agir en fait, et lui donner les cartes. Je pense que je sais pas ce que t'en penses Julia, mais je pense que c'est la meilleure. Ce qu'on peut rajouter, c'est que si on se retrouve en position non pas de proches en termes de famille ou amis, mais de collègues, témoins. C'est une position bien sûr très très délicate puisque on parlait déjà de harcèlement sexuel, un peu de l'ambiance sexiste, etc. C'est pas du tout évident pour un ou une collègue de dénoncer quand en gros il y a une ambiance qui est déjà là et qui pourrit un peu tout le monde en fait. Et par contre, en tant que collègue, ce qui est vraiment important, c'est de pas non plus forcer la victime à parler. C'est-à-dire en ayant des bonnes intentions de prendre à part la collègue et de dire oui j'ai vu ça, c'est pas normal, tu devrais, voilà. Donc c'est pas non plus d'imposer quelque chose à la victime. Par contre, ce qui peut être tout à fait et ça on en reparlera un peu des protocoles à mettre en place en cas d'harcèlement sexuel au travail, en tant que collègue on peut déjà aussi collecter des preuves, noter des choses qu'on a entendues, si on a été mis en copie dans certains mails ou si la collègue a transmis un mail, le garder, d'être en fait en veille jusqu'au moment où peut-être la victime va parler et qu'on pourra du coup soutenir en fait sa parole. Voilà. Mais on peut pas se substituer à la victime et parler en son nom en fait ou forcer la parole. Une autre question, c'est quoi la différence entre harcèlement sexuel ou violence sexuelle et des violences sexistes ? Alors un agissement sexiste, ça peut être par exemple la blague grivoise dont tu parlais par exemple. En tant que femme, on y est quand même assez habitué, je pense. Harcèlement sexuel, donc on l'a défini, c'est donc ça. Au travail, en tout cas, y a le caractère de répétition ou alors demander un acte sexuel en mettant la pression à une femme, voilà. Une agression sexuelle, c'est par exemple poser une main sur la cuisse ou chercher le petit bisou, ou voilà, ça constitue déjà une agression sexuelle. Et puis après, il y a l'autre. On va dire la phase finale. Enfin, j'exagère un peu en disant ça, quoi. C'est le viol, quoi. Voilà. Voire le féminicide, voilà. Donc ça peut aller jusqu'à là. Et quand on connaît les chiffres aussi en France, c'est vrai que c'est pour ça que je parlais d'espèce de continuum et l'harcèlement sexuel, c'est la porte d'entrée. Et c'est vrai que tant que les harceleurs se sentiront en impunité, ce qui est le cas, puisque on disait déjà très peu de femmes parlent et en plus on l'a pas précisé, mais parmi les femmes qui parlent, où il y a des cas judiciaires, en fait il y a très peu d'hommes qui sont condamnés, alors que la loi prévoit des peines de prison, des peines 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Voilà. Mais c'est très 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 rare que ça aille jusque-là. Voilà. Enfin, ça arrive de plus en plus, mais on parle d'emprisonnement, mais la plupart du temps, ils s'en sortent avec, par exemple, 3 mois avec sursis, et ça va. J'ai en tout cas pas à ma connaissance, j'ai pas entendu de cas d'amende qui auraient été payées à hauteur de 45 000 €. On est plutôt bien en dessous des 10 000, quoi.
Comment les entreprises réagissent face aux dénonciations de harcèlement après les prises de parole avec les hashtags MeToo et hashtag Balance ton port, ainsi que tous les mouvements de dénonciation d'agression sexiste? Est-ce qu'il y a progrès, stagnation ou régression dans la matière de réagir des entreprises? Alors c'est un petit peu compliqué de le quantifier, en tout cas les réactions des entreprises. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement depuis l'affaire Weinstein et MeToo, les entreprises sont plus sensibilisées à ces questions-là, et même pas tant que ça en fait. Ce qui est plutôt important de regarder, c'est que c'est les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise et qui vivent des cas comme cela, en fait, se sentent beaucoup plus légitimes à en parler. Donc ça, c'est sûr que ça amplifie tout ça. Par contre, visiblement, il y a quand même des entreprises, de plus en plus d'entreprises du secteur privé qui font appel à des organismes de formation. La VFT en est un, mais il y a aussi le groupe EGAE qui propose des formations, en tout cas pour des entreprises qui le souhaitent, qui viennent les solliciter pour qu'elles montent en fait des formations à l'intérieur de l'entreprise. Et ça augmente. On n'a pas de chiffres, mais effectivement ça augmente quoi. Voilà. Ce qui est aussi important de dire là-dessus, c'est que depuis le 1er janvier 2019, la loi Avenir professionnel demande à ce qu'il y ait un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste qui soit nommé dans tous les comités d'entreprise et qu'un référent soit désigné par l'entreprise dans les entreprises de plus de 250 salariés. Alors que le problème, c'est que est-ce que le référent est formé et sensibilisé à la question du harcèlement sexuel au travail? Pas toujours, mais bon, en tout cas, ça avance, quoi. Quelles sont les conséquences professionnelles pour les femmes victimes de harcèlement sexuel? Et est-ce qu'il y a des recours pour les situations les plus difficiles? On le disait déjà. Oui, vous avez parlé de l'aspect psychologique. Oui, l'aspect psychologique, mais aussi, voilà, la perte d'emploi est vraiment le scénario le plus courant en fait. Alors soit, il faut le dire, soit il y a différents cas de figure. Alors soit il y a licenciement. Ça c'est aussi assez courant s'il y a une relation hiérarchique et que l'harceleur a carrément un pouvoir sur le contrat de la victime, on peut le dire comme ça. Soit il y a arrêt de maladie longue durée, mais qui aussi du coup fait suite à amène vers un licenciement ou il y a des missions. Voilà, mais dans tous les cas, en fait, ce qui est compliqué, bien sûr, pour une femme, parce qu'on parlait de la réaction des entreprises au mouvement MeToo, mais il faut se dire comment les entreprises réagissent en fait quand une femme parle. Et parfois, les entreprises disent mais oui, on va vous changer de service. Mais c'est très compliqué si les femmes continuent à croiser leur harceleur dans la cantine. Que voilà, c'est très compliqué pour les femmes de continuer à travailler. Donc certaines effectivement partent aussi d'elles-mêmes. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a certaines entreprises, alors on a vu des papiers sortir à ce sujet-là, qui proposent de l'argent pour que les femmes se taisent en fait, parce que vu tout ce qui s'est passé et tout ce qui continue de se passer, je pense que les entreprises sont terrifiées et elles ont bien raison de l'être, parce que les cas de médiatisation, on le voit, enfin force un peu les gens à regarder un petit peu ce qui se passe. Et à prendre leurs responsabilités. Mais oui, il y a des accords qui sont conclus entre des salariés victimes de harcèlement sexuel et les entreprises, quoi. Et apparemment, ça va de un quart jusqu'à 90% des cas qui sont traités dans les cabinets d'avocats qui sont réglés de cette manière-là. Donc les entreprises proposent de l'argent pour acheter le silence des femmes, en fait. Voilà. Pour peut-être revenir à l'aspect prévention. Ce qu'il faut aussi comprendre, et je pense que c'est là que les entreprises ont aussi encore un chemin à accomplir, c'est qu'il y a certains contextes professionnels qui sont potentiellement plus à même de susciter des situations d'harcèlement sexuel. Donc il s'agit notamment de milieux professionnels où il n'y a
pas vraiment de mixité, donc où les femmes sont clairement minoritaires. Donc on a il y a eu des cas notamment à l'armée, mais aussi dans des métiers qui sont encore très peu féminisés. Et l'autre situation comme ça qui peut amener, c'est pas automatique bien sûr, mais qui peut favoriser un harcèlement sexuel et en tout cas l'aggraver, c'est quand les répartitions du travail sont genrées, c'est-à-dire que les managers sont majoritairement des hommes et les femmes ont des positions d'exécution. Voilà, donc ça c'est par exemple les hôpitaux, mais il y a plein d'autres secteurs bien sûr où c'est le cas et où du coup c'est dans ces cas-là que l'entreprise devrait être encore plus travailler sur la prévention, puisque les femmes peuvent vraiment se trouver isolées et pressurées d'une façon aggravée. Alors, je pense qu'il est temps de faire une petite pause musicale et nous vous proposons d'écouter une belle balade parce que les vacances approchant, il faut bien savoir qu'il n'y a rien de mieux que de belles chansons pour se reposer et se ressourcer en même temps. Et que comme nous ne pouvons pas vous amener en balade dans la nature, nous vous proposons de nous retrouver à la croisée des chemins. Donc avec Tracy Chapman, Crossroad. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour à nos auditeurs et nos auditrices, vous êtes encore sur RBS 91.9 pour notre émission de Strasbourg et d'ailleurs, l'émission du Conseil des résidents étrangers et des résidentes étrangères de Strasbourg. Ce dimanche, nous parlons du harcèlement au travail et donc aussi des violences sexistes. Dans notre studio, nous sommes avec mesdames Julia Dumais et Cécile Becker du collectif Entendre, Croire, Agir. Avant de commencer à aborder la question des solutions, j'aimerais vous demander s'il y a des ambiances, des contextes professionnels qui augmentent les risques de harcèlement, de cibler certaines femmes de manière organisée et systématique, comme la Ligue du LOL par exemple. On le disait tout à l'heure, il y a des ambiances de travail de par les répartitions genrées avec les hommes au pouvoir et les femmes en position d'exécutante. Ça c'est sûr que ça favorise un petit peu les cas de harcèlement sexuel au travail. Et puis après oui, on l'a vu, la Ligue du LOL. Donc là on parle de presse. Là c'est clair que il y a souvent des rédacteurs en chef plutôt que des rédactrices en chef, souvent des directeurs de publication, c'est un milieu assez masculin. C'est sûr que ça favorise un petit peu les choses, quoi. Enfin, si on sensibilisait tous les hommes et ceux à toutes les positions hiérarchiques ou pas, je pense que on commencerait peut-être à s'en sortir, quoi. Voilà. J'avais aussi pour le coup, parce que ça je pense que ce type d'ambiance ou je pense que c'est même un milieu professionnel plus élargi, parce que par exemple, j'imagine bien que chez les chauffeurs de bus, il y a plus d'hommes que de femmes. D'ailleurs, on dit plutôt les chauffeurs de bus. Dans l'armée aussi, chez les pompiers, chez les maçons, des choses comme ça. Est-ce que là, du coup, c'est encore des milieux qui sont plus à risque pour les femmes que d'autres? C'est clair, parce que c'est dans ces milieux-là on a le plus où le travail est vraiment genré, quoi. Enfin, dans l'inconscient collectif, une femme pompière, il y a peu de gens qui s'y attendent, quoi. Donc effectivement, oui. Et c'est aussi une des cartes qu'on a en main pour faire bouger les choses, et c'est justement déconstruire ces stéréotypes de genre, quoi. Voilà. C'est dire le plafond de verre, ça suffit. Nous aussi, on aimerait diriger une entreprise et faire plein de choses. Enfin voilà, et il faut arrêter avec ces stéréotypes. Ça ne sert à rien, à part à servir les hommes qui sont au pouvoir, en fait. C'est tout. Enfin, bonjour le patriarcat, quoi. Peut-être pour évoquer aussi, en lien avec les contextes professionnels et globalement la réaction dans l'entreprise, les harceleurs, etc., c'est qu'il y a réellement une solidarité entre hommes qui joue. Et c'est vrai que dans un milieu qui est majoritairement masculin, cette solidarité va d'autant plus être renforcée, puisqu'on va avoir
voilà un effet de le groupe qui protège un de ses membres qui est accusé par une femme. Voilà, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans ces contextes-là, pour évoquer une métaphore de chasse, le loup chasse pas seul, quoi. C'est-à-dire que parfois c'est la meute qui va s'acharner sur la femme et sur les femmes qui sont les peu de femmes qui sont présentes, et du coup la victime va subir de l'harcèlement, pas juste d'une personne, pas juste du supérieur hiérarchique, mais voilà de plein de personnes, et c'est ça qui est particulièrement grave dans un cas et dans un contexte tel que celui-ci. Sans parler des discours qui vont minimiser en fait ce que la femme subit. Très souvent, enfin pas très, c'est difficile de quantifier ça, mais elles sont traitées de menteuses. On va leur dire qu'elles l'ont bien cherché parce que mettre une mini-jupe au travail, c'est franchement inacceptable. Alors voilà, et ça c'est des mécanismes qui se mettent en place, notamment dans les milieux où ce sont des hommes qui sont en charge, quoi. Et ça arrive très très souvent. Ouais. Et puis surtout en cas de majorité d'hommes, il peut y avoir se passer aussi le fait qu'elles trouvent ça normal, qu'elles s'habituent en fait. Donc elles se rendent même plus compte exactement, parce qu'elles sont écrasées par la situation. Ouais. Quelles sont les réponses juridiques qui peuvent être employées si on est victime de harcèlement? Comment prouver cette situation? Vous avez parlé de témoins tout à l'heure quand on parlait des proches, parce que le proche du coup peut devenir un témoin. Mais quelle preuve autre que celle-là on peut c'est assez délicat parce que ces gens qui sont auteurs et qui sont agresseurs sont très malins et qui s'assurent dans beaucoup de cas de ne pas laisser de traces. Donc il n'y a pas de traces physiques, hein. Elles sont en tout cas voilà. Mais l'avocate qui fait partie du collectif disait que la première chose à faire c'était de tenir un journal. Donc on consigne les mots exacts, les faits avec les dates, on garde les mails, les photos, tout. On consulte le médecin du travail qui peut intervenir pour recueillir des témoignages. On se fait accompagner par des représentants du personnel et ou l'inspection du travail. S'il y a un arrêt de travail, il peut être indispensable. Un suivi psychologique peut l'être aussi. Il faut demander de l'écoute, du soutien, des infos à un collectif, le nôtre par exemple, Entendre Croire Agir, ou une association spécialisée comme l'AVFT, l'association contre les violences faites aux femmes au travail, ou le CIDFF aussi à Strasbourg. Et on peut dénoncer les faits à son employeur par écrit en employant les mots de harcèlement sexuel, c'est-à-dire nommer les choses. Et ça, c'est très important parce qu'il n'est jamais trop tard pour nommer les choses. Okay. Oui, on peut dire quand même que les harceleurs ne laissent pas de traces, mais qu'on vit à un âge d'hypercommunication. Donc souvent, il y a quand même des SMS, des mails. Donc c'est très très important de ne pas effacer cela parce que le harcèlement c'est souvent aussi des avalanches d'SMS qui sont complètement déplacées, qui sont envoyées à toute heure de la journée, des mails alors soit avec des liens vers de la pornographie ou avec des propositions. Éventuellement enregistrer une conversation, est-ce que ça a une valeur juridique ça ? Normalement, il faut demander l'autorisation. Enfin, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il faut dire à la personne attention, j'enregistre ce qui se passe parce qu'on peut pas faire quelque chose contre la volonté de quelqu'un. Donc ça dépend vraiment. Enfin, j'imagine. Je suis pas juriste et je suis pas avocate, donc je pourrais difficilement répondre à cette question. J'imagine que ça peut constituer une preuve, mais dans certains cas, c'est un peu délicat, je pense. Voilà. Mais cette question de recueillir, d'avoir une preuve d'une certaine parole, c'est très important parce que Cécile l'évoquait déjà. Très souvent, on ne croit pas ces femmes. On leur dit vous imaginez, vous surréagissez, parce que en gros, c'est parole contre parole. C'est-à-dire que et souvent, là, il faut dire effectivement, les harceleurs sont quand même malins. Ils se débrouillent souvent pour que ça se passe dans leur bureau. La porte fermée ou dans le bureau de la victime, mais sans qu'il y ait de témoins en fait. Et du coup, c'est en fait ce qui joue aussi, et ça c'est vraiment aussi ce qu'on vise à briser avec le collectif, c'est que en fait l'harceleur essaie d'isoler la victime et y arrive très très souvent parce que voilà il joue en fait sur le fait que
il va profiter d'une certaine relation professionnelle exclusive, c'est-à-dire parfois il faut travailler en tandem et du coup voilà d'avoir des gestes déplacés, des mots déplacés, etc. Donc c'est ça qui a lieu très souvent. Est-ce qu'il existe des moyens, des méthodes pour se défendre sur le terrain, des méthodes d'autodéfense psychologique ou antisexiste ou c'est difficile à dire parce que je pense même quand dans la vie de tous les jours, on peut être une femme très forte qui a beaucoup de caractère et du répondant. Et quand on va se retrouver dans une situation de harcèlement sexuel sur le lieu de travail avec le rapport hiérarchique, la peur de perdre son emploi, des situations économiques parfois compliquées, même si on a les armes a priori, il est possible que vivant cette situation on soit complètement démuni et qu'on sache pas comment réagir, quoi. Je crois que c'est compliqué. En fait, il y a autant de situations de harcèlement sexuel au travail que de femmes et d'hommes et de manières de faire. Donc je dirais pas qu'il y a vraiment à mon sens, je sais pas s'il y a un manuel comme ça, à part de savoir qu'effectivement il y a des structures qui sont là pour vous aider. Voilà, je sais pas. Juste pour revenir, parce que il fait tellement chaud que je perds le fil de mes pensées. Par rapport à ce que je disais, donc cette relation, en fait, le fait que l'harceleur essaie d'isoler la victime et d'agir quand il est seul avec elle. En fait, les Français aiment rire, mais voilà. Ironiquement un peu, mais du fait qu'aux États-Unis, partout, en fait, les hommes, dès qu'ils sont seuls avec une femme dans une pièce, doivent laisser la porte ouverte. Et souvent, c'est sur le ton, heureusement qu'en France, on n'en est pas là, etc. Mais il faut dire que c'est pas juste anecdotique, en fait. Parmi les réactions qu'il y a eu, pour revenir à ce cas à la Maison des Associations, la préconisation, et presque c'était la seule, puisque le conseil d'administration avait reconduit la confiance au directeur, c'était mais dorénavant il devrait laisser la porte ouverte. Voilà. Mais on voit bien que c'est pas ça la prévention. Voilà, c'est une des façons, un des réflexes à avoir en fait, pour clairement en fait montrer que on n'a rien à cacher entre guillemets. Il y a pas. Mais voilà, ça peut pas être du tout le seul recours, la seule réaction, quoi. Voilà. Alors, comment former les personnes pour éviter que ces situations se reproduisent et cessent d'exister sur le lieu de travail ou plus largement dans l'espace social? Là, c'est tout le rôle des formations dont on parlait tout à l'heure, qui sont faites par certaines associations ou collectifs. Il faut déjà il faut être alerte. Donc c'est ce qu'on disait avant, les arrêts de travail répétés ou des refus successifs de CDI de femmes qui sont en CDD, ça peut être des indices. Des remarques sexistes qui sont remontées à la direction, au manager ou à la manageuse ou aux ressources humaines. Et en fait, oui, dès qu'il y a un fait qui est signalé, les entreprises ont l'obligation, depuis un arrêt de la Cour de cassation en 2011, de mener une enquête. Donc ça veut dire que dès qu'il y a un signalement, il y a une procédure qui est censée se mettre en place avec une des premières à faire, et ça on l'oublie souvent, plutôt que de protéger l'agresseur, il faut prendre des mesures pour protéger la victime. C'est la première chose à faire. Ensuite, on ouvre l'enquête, on s'informe sur la personne qui est mise en cause, on s'informe auprès des représentants du personnel ou représentantes du personnel pour savoir s'il y a eu quelque chose qui est remonté. Voilà. On s'entretient avec toutes les personnes qui ont pu être concernées. Ensuite, on s'entretient avec la personne qui est mise en cause. On fournit un rapport d'enquête, on prend une sanction ou on n'en prend pas. Après, voilà. Mais il y a cette question d'enquête, elle est obligatoire. Voilà.
Oui, et former, on revient à ce qu'on disait tout au début de l'émission, c'est vraiment déjà identifier, nommer ce que c'est le harcèlement. Donc ça peut être concrètement, il y a des formations qui se font actuellement dans des entreprises, dans des collectivités. En fait, ça peut se faire tout simplement avec des jeux de rôle, avec des questions, des cas concrets comme l'évoquait Cécile, c'est est-ce que c'est harcèlement, est-ce que c'est pas harcèlement, pour que les femmes victimes puissent nommer et pour que les hommes puissent réaliser comment certains actes en fait ne sont pas du tout autant au travail que dans la vie privée finalement ne sont pas du tout ne passent pas en fait et sont punis par la loi. C'est intéressant cette question de en anglais on dit awareness, donc sensibilité ou à ce que c'est le harcèlement sexuel au travail, puisque en fait j'ai un peu fait de recherche sur qu'est-ce qui se passe dans les autres pays et en fait contrairement à ce qu'on pourrait penser, les pays scandinaves, il y a encore plus de femmes victimes de harcèlement sexuel au travail qu'en France ou dans les pays disons du sud de l'Europe, et en fait ça serait par contre lié au fait que les femmes sont plus au courant et sensibilisées sur ce que c'est le harcèlement, et du coup à le nommer et à réagir et à ne pas laisser passer des situations qui peut-être en France en gros ne sont pas repérées en fait, tout simplement parce qu'elles sont pas nommées. Donc est-ce qu'il y a des pays dans le monde, est-ce qu'il y a des pays qui sont connus pour avoir une législation, une organisation sociale efficace pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, et comment ça se passe dans ces pays? Alors, j'avoue que j'ai fait un peu de recherche sur cette question-là, mais j'ai pas trouvé énormément de choses. J'ai juste, par exemple, vu que, alors au niveau international, il y a quand même des choses qui se jouent. Donc là, je parle d'organisations internationales. Donc, par exemple, l'Europe s'inspirerait. Alors, je sais pas si ça a déjà été fait ou si c'est un projet de la législation américaine, puisqu'effectivement elle est quand même un peu pionnière. Après, avec effectivement, il faut aussi le dire, il y a eu certains abus, c'est-à-dire qu'il y a aussi eu, mais c'est très marginal, mais ça a été aussi très très médiatisé par des hommes. Il y a certaines femmes qui ont effectivement dénoncé certains faits qui étaient faux. Donc voilà, c'est comment une loi peut être ne pas amener à des abus qui partent dans l'autre sens. Mais donc l'Union européenne se positionne, et Cécile me parlait de l'Organisation internationale du travail. Ouais, c'est ça, ils ont adopté en juin un texte pour lutter contre les violences et le harcèlement dans le monde du travail, qui vraiment a pour but de protéger les victimes et sur à toutes les échelles, c'est-à-dire que on parle aussi des indépendants, parce que c'est important. Le harcèlement sexuel au travail ne se passe pas que dans les grandes entreprises où il y a que des salariés, ça s'étend aux stagiaires, aux apprentis, ils élargissent aussi la notion de la zone géographique du lieu de travail, c'est-à-dire que ça peut aussi, le lieu de travail, ça peut aussi des textos, c'est aussi l'appartement quand l'appartement est fourni par l'entreprise, etc. Et donc c'est assez intéressant. Donc c'est une convention qui doit être ratifiée par chaque État. On va voir ce que ça donne, quoi. Je sais pas. Oui, ce qu'on peut redire aussi, c'est que rappeler juste que l'affaire Weinstein et MeToo, ça a eu effectivement un retentissement global, et que suite à cette affaire et ces paroles qui se sont libérées, il y a plusieurs pays qui ont compris que effectivement ils devaient faire évoluer leur législation, l'aspect formation, l'aspect prévention, etc. Mais tout ça aussi, comme souvent sur d'autres questions, avance aussi lentement. Et c'est pas parce que on parlait de la loi, c'est-à-dire que d'avoir un référent qui puisse recueillir la parole des victimes de harcèlement sexuel au travail, c'est pas parce que la loi l'indique qu'il faut le mettre en place que c'est mis en place, et il faut voir dans quel délai. Voilà,
voilà, parler d'un cadre législatif, c'est important, mais il faut aussi voir toujours comment il est mis en place, œuvre et quels moyens surtout. C'est-à-dire que là, concrètement, on en parlait avec l'avocate qui est membre de notre collectif et qui bien sûr disait aussi est-ce que ces personnes-là vont elles-mêmes donc avoir des formations, est-ce qu'elles vont avoir des décharges horaires pour pouvoir réellement avoir des permanences, voilà, quelle est la réalité du terrain au-delà juste du cadre législatif qui est bien sûr est très important et primordial, mais qui doit aussi il doit y avoir des moyens humains et financiers pour le mettre en œuvre. Une dernière question, on risque de se répéter, mais je pense que c'est important de le rappeler. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est témoin en fait de telle situation au travail, au quotidien, et que dire en fait si quelqu'un se confie à nous en dénonçant une situation d'harcèlement. Donc on en a parlé, mais c'est toujours utile. C'est ce qu'on disait, l'écoute quoi. C'est l'écoute. Après, je pense que au sein du collectif, les avis peuvent diverger sur est-ce que si on est témoin d'une situation de harcèlement, est-ce qu'on va la dénoncer auprès du manager ou de la manageuse ou des ressources humaines, ou est-ce qu'on écoute la victime et on la laisse elle prendre le pouvoir. Ça c'est délicat. Enfin, je pense que c'est à chacun de jauger en fonction de la personne qu'il ou qu'elle a en face d'elle ou lui quoi. Enfin ça reste des rapports humains, on ressent les choses aussi quoi. Voilà. Mais l'écoute et surtout croire. C'est-à-dire que ne pas remettre en question la parole de la victime quoi. Et ne pas juger parce que très souvent et moi-même en fait en ayant du coup été pas témoin mais ayant écouté un témoignage d'une victime, en fait c'est très très facile par réflexe de se dire mais moi je serais partie tout de suite, moi j'aurais dit ça, moi voilà. Et en fait c'est ce type de réflexe qu'il faut absolument mettre de côté parce que voilà on ne peut pas préjuger à la place d'une personne parce que chaque vécu est différent et on ne sait pas surtout comment on aurait réagi en fait parce que c'est en le vivant que qu'on le sait en fait. Bon, bien nous vous remercions de bien avoir voulu répondre à nos questions. Allez, au revoir. Voilà, notre émission touche à sa fin. Rendez-vous la saison prochaine, normalement, même jour, même heure, pour De Strasbourg et d'ailleurs sur RBS 91.9. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et de réécouter nos émissions qui seront podcastées sur la même page de Strasbourg et d'ailleurs. Vous pouvez également écouter sur place ou les enregistrer pour les écouter à la plage, à la montagne, peu importe en fait le lieu où vous partez en vacances. Et toute l'équipe de Strasbourg et d'ailleurs vous remercie d'avoir été avec nous pendant toute la saison et vous donne rendez-vous en septembre comme Eric l'a si bien dit. Aïcha. Salut, bonnes vacances. Merci à nos invités. Et tout de suite, la place est faite à nos amis d'Africa Move.